Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozabytes. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Philippe Mizrahi, le CEO et cofondateur de LinkUp. Philippe, merci d'être parmi nous. Peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et présenter ce que vous faites chez LinkUp? Merci David pour l'invitation. Moi c'est Philippe, donc comme tu disais, le cofondateur de LinkUp. J'ai un parcours assez classique avec une école d'ingé en France. Après j'ai déménagé aux États-Unis pour la fin de mes études. J'ai bossé pour une entreprise qui s'appelle Lyft, qui est le compétiteur de Uber. Et voilà, pendant quasiment 5 ans. Et puis après je suis rentré en France pour monter LinkUp, dont on a l'occasion de parler. Mais LinkUp, c'est en 2 mots un moteur de recherche pour les IA qui en fait va aller récupérer de l'information de qualité pour enrichir les IA et leur donner la possibilité de répondre de manière plus précise aux questions des utilisateurs ou générer de l'output plus précis. Hyper intéressant. Peut-être une petite question perso. Qu'est-ce qui t'a poussé à monter LinkUp? Écoute, moi j'étais prêt à faire un doctorat en IA à la fin de mon master. J'ai trouvé ça super intéressant. Notamment, il y avait un cours de reinforcement learning que j'avais trouvé passionnant. C'était juste après la sortie de AlphaZero, AlphaGo, ce genre d'algorithme. Et donc moi, j'étais parti pour bosser là-dedans. Et en fait, j'ai eu une opportunité de bosser en produit chez LinkUp. Et c'était, moi j'adore le produit et j'adore tout ce que ça représente et le métier en lui-même. Donc j'y suis allé. Mais j'ai toujours gardé au fond de moi cette envie de bosser dans l'IA, et encore plus aujourd'hui, il se passe des choses quand même extrêmement intéressantes. C'était une volonté pour moi de bosser dans ce secteur-là. Chez Lyft, en fait, j'ai bossé, mon premier job chez Lyft, c'était de bosser sur un produit qui s'appelle Amundsen, qui est un moteur de recherche, qui est voilà, un moteur de recherche pour des données en entreprise open source, donc c'est un use case assez particulier. Mais j'étais un petit peu introduit au concept des moteurs de recherche à cette époque-là. Et donc, en fait, en rentrant, j'avais un petit peu cette histoire de mon côté. J'avais aussi l'observation que dans le monde de l'IA, à cette époque-là, tu avais les partenariats entre, par exemple, OpenAI et des journaux comme Le Monde ou Financial Times qui étaient faits. Et ces partenariats-là, c'était des boîtes d'IA qui acceptaient de payer des créateurs d'informations, des créateurs de contenu pour donner ce contenu-là à leur modèle. Et donc, en fait, pour moi, c'était un petit peu l'étincelle qui m'a fait partir sur cette idée-là, parce que, en fait, on voyait à quel point ces données étaient importantes pour les modèles, à quel point ça pouvait augmenter leur performance. Et en fait, c'était possible que pour les énormes boîtes comme OpenAI, qui avaient les capacités de négocier avec d'autres énormes boîtes comme Le Monde ou Financial Times. Et tu vois, pour le reste, en fait, on restait un petit peu à l'époque de Pirate Bay ou de Napster ou de LimeWire, où la seule manière d'accéder à de la donnée, c'était un peu de manière plus ou moins illégale, avec de la donnée un peu de mauvaise qualité, avec une expérience de développement qui était un peu naze. Et donc nous, et c'est marrant parce que mon cofondateur, mon CTO, Denis, lui, il a bossé chez Spotify pendant 6 ans. Donc en fait, on avait vraiment cette idée de comment est-ce qu'on ramène l'accès au contenu pour les IA du monde de Pirate Bay au monde de Spotify. Et donc c'était ça l'idée initiale. En fait, après, voilà, on a précisé notre vision et on a construit ce dont ont besoin les IA aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un moteur de recherche et d'accès à du contenu qui leur donne directement, en fonction d'un prompt, le contexte dont ils ont besoin pour générer des réponses, etc. précises. Mais voilà, c'est un petit peu ça qui nous a poussé à monter LinkUp. Génial. On va parler de vos performances après qui sont assez hallucinantes, mais du coup c'est intéressant de savoir comment vous êtes structuré en interne. C'est quoi l'équipe de LinkUp, combien vous avez de personnes, notamment côté tech? Ouais, écoute, on est une dizaine en gros, et c'est principalement des machine learning engineers ou des software engineers. Donc on a un peu différents profils entre des gens qui sont très infra, on a du full stack, on a des machine learning engineers, donc des gens qui ont fait des pipelines d'IA pendant les dernières années. Et puis aujourd'hui c'est hyper flat, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de,
Tu vois, on n'a pas de layer de management, quoi que ce soit. On a toute l'équipe tech qui reporte directement à notre CTO. Et puis, on a une personne en biz dev / operations qui est là pour gérer un petit peu, monter une boîte avec nous, quoi. Très bien. Très clair. Peut-être pour qu'on comprenne bien précisément ce que vous faites, tu peux donner quelques cas d'usage d'utilisation de LinkUp et les cas d'usage peut-être les plus communs. Ouais, écoute, donc en 2 mots, LinkUp, ça récupère de l'information pour augmenter les réponses des IA. Et nous, nos clients, c'est vraiment les gens qui construisent des applications IA. Donc, tu vois, un exemple qui marche très bien, c'est tout ce qui est les agents IA de sales qui vont, par exemple, aller à ta place démarcher des clients potentiels. Et donc, pour démarcher des clients potentiels, ils ont besoin de plein d'informations sur le contexte du client, le contexte de la personne à qui ils envoient un message. Par exemple, ils ont besoin de savoir si dans les news, il y a quelque chose de récent sur l'entreprise qu'ils vont démarcher. Et donc, la personne qui construit cette application de sales automatisé, elle va peut-être utiliser un Mistral, elle va peut-être utiliser un Llama ou un autre LLM, un autre modèle d'IA. Mais ces modèles, en fait, ils ne sont pas au courant de l'actualité récente, ils ne sont pas au courant de l'actualité des entreprises. Et tout ça, pour d'ailleurs, petit point technique, c'est parce qu'en fait, ils sont entraînés jusqu'à une date, et puis après cette date-là, ils sont au courant de rien. Et en fait, cette date, souvent, c'est 6 mois, 8 mois, 9 mois en arrière. Et donc, si tu veux construire cette application de sales, en fait, Llama ou Mistral lui-même ne suffit pas. Et donc, nous, en fait, on se plug pour donner du contexte à Llama ou à Mistral. Un autre, et donc, du coup, tu vois, genre, tu vas pouvoir générer tes emails d'outbound, etc., grâce à ça. Un autre exemple qui est assez intéressant parce qu'on ne l'avait pas prévu avant de monter la boîte et avant d'exposer le produit aux utilisateurs, c'est on a fait un partenariat avec Fleet, par exemple. Fleet, c'est un gestionnaire notamment de flotte IT. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein d'utilisateurs qui utilisent des iPhones, des Lenovo, des Mac qui sont gérés par Fleet. Et donc, ils ont évidemment leurs utilisateurs qui posent plein de questions parce que si leur ordi est bloqué, en fait, ils s'adressent à Fleet. Et donc, ils ont créé un chatbot de support qui répond à ces questions à leur place. Et nous, on les aide pour récupérer plein d'informations de différentes sources du web, par exemple du site de support de Lenovo, le site de support d'Apple, des différents forums où les gens discutent des derniers bugs qu'ils ont trouvés sur leur ordinateur ou leur téléphone. Comme ça, l'agent automatisé de support est au courant quels sont les problèmes récents de ces différents ordinateurs et téléphones, et deux, comment les réparer. Et ça, évidemment, comme les bugs, t'en as des nouveaux tous les jours, t'es pas au courant. Enfin, le Mistral ou Llama lui-même n'est pas au courant parce qu'il a toujours ce même problème de pas être au courant de ce qui s'est passé dans les derniers 6 à 9 mois. Très clair. Je pense que c'est très clair. Justement, tu as parlé pas mal de Llama, de Mistral. Ça m'intéresse de comprendre votre relation au LLM. Il y a quelques années, effectivement, ou il y a quelques mois, on se basait principalement sur Tavily, Perplexity, donc des outils externes au LLM pour pouvoir faire pour pouvoir faire justement ces recherches. Maintenant, tu as OpenAI avec Deep Research qui a lancé un produit qui est proche. Je crois que tu as Grok aussi qui a lancé d'autres choses. C'est quoi votre relation finalement au LLM? Est-ce que c'est des partenaires ou est-ce que vous les voyez comme des concurrents? Écoute, pour nous, c'est complètement des partenaires. Les LLM, vraiment, les boîtes comme Mistral, par exemple, comme Meta, comme OpenAI, c'est vraiment des gens dont le cœur de métier, c'est de construire des modèles. Et c'est vraiment pas du tout la même chose que le travail que nous on fait, qui est un travail de construire un produit qui va chercher de l'information. Et donc, on voit vraiment ces gens-là comme des partenaires. Après, tu as des entreprises qui font plusieurs choses. Donc, par exemple, OpenAI, ils font d'un côté la création de leur modèle et de l'autre côté, ils ont un produit qui s'appelle ChatGPT. Et donc, ChatGPT, c'est un produit extrêmement populaire. Et donc, ils ont bien compris à quel point ils ont arrivé à la même conclusion que nous. C'est que leur modèle tout seul, en fait, n'était pas suffisant pour répondre aux questions des utilisateurs sur ChatGPT. Et donc, ils ont rajouté ce petit bouton Search the Web sur ChatGPT qui permet
en fait, ils ont recréé en interne ce que nous on fait. Ce qui est très bien, ils ont raison. Et puis, en fait, nous, ça nous fait énormément de publicité parce que du coup, les gens qui ont déjà utilisé ChatGPT, c'est quasiment toute la planète, ils comprennent directement ce que nous on fait, ils comprennent directement quelle est la valeur de donner un accès au web à une IA. Mais bon, ChatGPT, ça reste un produit et en fait, la plupart des gens qui aujourd'hui construisent avec de l'IA, nos clients, c'est des gens qui construisent des applications IA. Ça leur fait une belle jambe que ChatGPT a un search web button. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un équivalent dans leur propre produit. Et donc nous, c'est ce qu'on propose. T'as mentionné Tavily, voilà, c'est un concurrent américain. Eux, je pense qu'ils avaient vu le truc venir assez tôt et je pense que c'était aussi pour nous, tu vois, c'est pas la raison pour laquelle on a abordé LinkUp, mais c'est intéressant de voir ce qu'ils font. Je pense qu'ils sont assez innovants. On a des approches techniques qui sont assez différentes et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est capable d'être meilleur qu'eux, d'avoir des meilleures performances qu'eux. On a aussi une approche business qui est un peu différente, mais on pourra en parler. Ouais, ça m'intéresse effectivement de creuser ce point. Vous êtes face à des entreprises qui sont qui sont assez larges, qui sont très financées de manière générale. Alors effectivement, le cas d'usage est souvent différent pour tu l'as expliqué pour OpenAI que pour un Tavily qui est dans une concurrence plus directe. Ouais. Du coup, ça nécessite d'avoir une approche qui est forcément différente, peut-être plus focus. Comment vous faites pour justement construire des produits qui sont plus performants alors que en face, effectivement, il y a des boîtes qui sont surarmées, surfinancées. C'est quoi votre stratégie tech et même votre stratégie business pour réussir justement à être meilleur qu'elle dans l'exécution? Ouais. Ouais, bah écoute, tu vois, genre, t'as mentionné Tavily, il y en a une autre par exemple qui s'appelle Exa. Eux, ils ont levé 17 millions l'an dernier. Ils ont levé plus d'argent que nous. Ils ont commencé un peu plus tôt que nous. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui nous différencient. C'est d'abord, nous, on vient vraiment je te racontais, de cette volonté de créer un écosystème euh, où les créateurs de contenu, les gens qui produisent l'information, sont vraiment inclus dans la discussion et sont rémunérés de manière équitable. Et donc vraiment, cet ADN de la boîte nous a permis dès le début d'avoir des relations avec ces producteurs de données. Et nous, comme on a du coup ces accès à ces données-là, on peut avoir des réponses qui sont de bien meilleure qualité. Donc en fait, l'aspect de données est hyper différenciant et ça va aller qu'en s'accélérant. Là, on a des discussions avec des partenaires qui sont hyper importants et donc on fait profiter aux LLM et à nos clients de ces données qui sont vraiment différenciantes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que techniquement, je pense qu'en fait, on a eu une approche qui était euh, meilleure que des gens comme Tavily, par exemple, en étant, je pense, obligé on était un peu au pied du mur et obligé d'aller très très vite et, euh, et je pense qu'on a réussi à faire les bons choix techniques. Je pense que on n'avait pas vraiment le choix que d'aller à 4000% dans une direction parce qu'on n'avait pas le temps d'explorer 1 milliard de solutions. On était un petit peu en retard. On a dû un petit peu faire un pari et je pense que ce pari c'était le bon parce que aujourd'hui on a des meilleurs résultats que tous nos concurrents américains malgré des moyens plus petits. Et c'est assez intéressant parce que nous, notre stratégie, en fait, elle a été plus ou moins expliquée ou dans une version un petit peu légèrement différente dans un papier de recherche qui est sorti la semaine dernière et qui décrit ce que nous on fait depuis globalement 6 mois. Donc, je pense que par chance ou par instinct ou par talent de notre équipe, on a réussi à tout mettre, tous nos œufs dans le même panier mais qui s'est avéré être la bonne stratégie. Après, voilà, il faut pas se leurrer. Les Américains avec lesquels on est en compétition sont hyper forts. Ils ont des moyens plus élevés, comme tu l'as dit, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est obligé de continuer, d'accélérer. Et voilà, c'est une course. Je pense qu'on a des atouts dus aux gens qu'on a réussi à recruter. Je pense qu'il y a des ingénieurs hyper forts en France, et tu vois, on a une structure capitalistique et une structure de coût qui est fait que on peut potentiellement faire plus avec moins de moyens. Mais il y a un moment, il va falloir accélérer. C'est intéressant.
J'aimerais bien avoir ta vision là-dessus. J'ai l'impression que l'IA, ça rebat un peu les cartes sur justement la compétition avec le montant des levées, etc. À l'époque du SaaS, si tu levais 200 millions, en général, tu allais un peu plus loin que la boîte qui levait 20 millions. C'était même un must-have pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir gagner la course. Là, on voit des curseurs qui sont en train d'exploser à 20 personnes et concurrencer, enfin, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus maintenant, et concurrencer dans l'usage peut-être des copilotes ou autres. Donc on voit de plus en plus de très jeunes boîtes tech très focus sur un cas d'usage qui vont beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et qui construisent des produits bien meilleurs que des boîtes surfinancées. Comment ça se fait selon toi? Écoute, moi je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, le premier truc, c'est que on a une période d'hyper innovation en IA. Donc en fait, les méthodes d'il y a 6 mois ne sont pas forcément les méthodes les plus optimales aujourd'hui. Et donc du coup, tu vois, par exemple, nous, on a commencé à développer avec des algorithmes qui n'étaient pas ceux qui étaient utilisés par nos concurrents parce qu'ils avaient commencé 6 mois avant. Et donc, tout simplement, c'est plus récent et donc tu as un espèce de premium à utiliser des technologies les plus récentes. Donc, toutes les cartes sont rébattues assez fréquemment. Le deuxième point, c'est que je pense que nous, comme je te disais, on était un peu forcés par, tu vois, d'avoir levé moins d'argent, d'avoir des choix un peu terre à terre. Et tu vois, c'est un peu peut-être la même histoire entre OpenAI et DeepSeek. DeepSeek, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ont beaucoup moins d'argent qu'OpenAI, même s'ils avaient beaucoup d'argent quand même. Ils étaient obligés d'être plus efficaces, et donc en fait, à la fin, tu as un meilleur produit. Par exemple, un de nos concurrents américains, Exa, ils ont développé un cluster de GPU et ça leur a coûté 5 millions. Nous, on a levé 3 millions, donc on ne pouvait pas faire la même chose. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ça prend énormément de temps à gérer. C'est des GPU, tu vois, qui sont pas forcément aussi performants que nous, on utilise de manière décentralisée sur un cloud. C'est peut-être un peu un défocus pour une startup. Bon, mais bon, c'est sympa parce que tu peux dire quand tu es un ingénieur, ah ouais, j'ai mon propre cluster de GPU, tu prends des photos devant, c'est sympa. Mais bon, si tu veux construire le meilleur produit, c'est pas forcément la meilleure solution. Je dirais que le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, écrire du code, c'est quelque chose tu vois, qui coûte de moins en moins cher parce que tout simplement, tu as des solutions comme Cursor qui t'aident à le faire de manière tu vois, décuplée. Et donc, tu vas rattraper des gens et quand tu as une bonne compréhension des problèmes, des problématiques produits et des problématiques de tes clients, en fait, exécuter, si tu as les bons outils et que tu sais les utiliser, ça peut potentiellement aller très vite. Donc, tu peux rattraper des gens très rapidement. Et donc, à the end of the day, la course, c'est est-ce que tu as vraiment quelque chose qui répond aux besoins des utilisateurs et ça peut aller très vite parce que bon, toutes ces communautés-là, elles sont sur Reddit, elles sont sur différents channels et donc le word of mouth, le mot se passe assez rapidement et donc tu vois, ça peut prendre la poudre peut prendre très rapidement. Là, on parle aussi de boîtes qui sont très précises, tu vois, c'est vraiment des outils qui s'adressent à des ingénieurs pour la plupart, tu vois, genre Ouais. Cursor c'est pour des ingénieurs, nous on est un dev tool, c'est une API, tu vois, ça c'est pas du grand public. Et donc en fait, tu as des communautés qui sont assez informées. T'as pas besoin, comme sur un B2B SaaS, d'aller faire des grandes campagnes de marketing et d'acheter des billboards ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Après, Cursor, ils sont de plus en, enfin, presque en train de s'adresser au grand public maintenant. Enfin, ou alors, si on prend peut-être un Lovable, ils sont limite en train vraiment de créer un produit grand public. Ouais, Est-ce que c'est ouais. une direction, tu vois, que tu pourrais imaginer prendre un jour avec LinkUp, de productiser ça et d'avoir un peu la direction qu'a eu ChatGPT avec ce bouton Deep Research là-dessus, donc un produit qui Ouais. est vraiment un peu plus grand public. Écoute, c'est toujours un peu un truc qui nous excite, mais très franchement, aujourd'hui, on peut pas se permettre de pas être hyper focus. En fait, pour l'instant, on est encore un peu les petits poussets dans la course. Je pense qu'on a énormément d'avantages et on a énormément de trucs pour nous, mais on peut pas se permettre de faire trop de trucs. Donc, la manière de réussir, je pense ici, c'est d'être hyper focus sur le truc qu'on fait bien. Et on le fait très bien parce qu'on est les meilleurs du monde. Mais, mais bon, on n'est pas les meilleurs du monde à faire un tu vois, un customer facing product avec un UI, etc. Et donc, du coup, je pense que ce serait un peu un défocus de faire ça. Ouais, c'est ce qui est aligné avec tout ce que tu expliquais de pourquoi vous avez Après, tu réussi à être mentionnes meilleur. des curseurs, des lovables, et je pense que nous, l'intérêt, c'est plutôt d'être connecté à ces outils-là, de permettre aux gens qui utilisent ces produits qui sont géniaux de connecter LinkUp à ton curseur, de connecter LinkUp à ton lovable le plus facilement possible. Et tu vois, quand tu crées une application lovable,
ben, en fait, il y a pas mal de cas d'usage, il y en a même plein, où ton application serait plus puissante et plus précise grâce à LinkUp. Et donc, du coup, évidemment, on discute avec eux et je pense qu'il y aura quelque chose qui va sortir bientôt. Trop bien, on a un petit teasing du coup. On va suivre ça de près. Et à quel point ça vous a accéléré justement Cursor dans votre quotidien? Est-ce que de manière générale, je parle de Cursor, mais je peux parler de n'importe quel outil IA, est-ce que à quel point justement ces outils géniaux qui sont sortis vous accélèrent et fait qu'à 10 vous pouvez avoir la performance d'une équipe beaucoup plus mature, enfin beaucoup plus large qui utilise pas ces outils-là? Ouais, écoute, ça nous accélère de fou. En fait, on se force à être au courant de tous les trucs qui sortent et de les utiliser et de les utiliser au maximum. Évidemment, on utilise tous Cursor et plein d'autres outils. Euh, Nous, on a aussi, c'est marrant parce qu'on a un compte, évidemment, on a un compte Claude pour toute la boîte. Et, et pour la petite histoire, bah, tout le monde l'utilise parce qu'évidemment, c'est créé de valeur. On leverage au maximum la technologie. Mais Claude, c'était frustrant parce qu'il n'y avait pas le petit bouton Search the Web dont on parlait, qui est sur ChatGPT, mais qui n'est pas sur Claude. Et du coup, on se dit bah, pourquoi on paye pour Claude? Parce que bon, ils sont meilleurs en code, donc on avait besoin de Claude pour l'aspect code. Mais on avait envie d'avoir ce Search the Web. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le protocole qui s'appelle le MCP, qui est un protocole pour formaliser les connexions entre agents, qui a été développé par Anthropic notamment. Et donc, du coup, ils ont rendu ça, ils ont rendu Claude Desktop interopérable grâce au MCP. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté LinkUp à Claude. Et maintenant, on utilise toujours Claude, mais Claude a cette capacité d'aller search the web comme à ChatGPT, grâce à LinkUp. Et donc, voilà, on se construit même notre propre tool pour automatiser, enfin, nos propres intégrations pour pousser plus loin les gains de performance et les gains de productivité. C'est intéressant. Je reviens peut-être sur votre produit du coup. Il y avait une étude qui est sortie récemment, que j'ai vu qui comparait les performances justement des, alors pas celle que vous n'étiez pas encore dedans, donc c'était avant ça, les performances des acteurs de la recherche, et qui montrait à quel point il y avait des problèmes de fiabilité et que finalement ils sortaient des données de manière hyper assertive. Ouais. Alors qu'en réalité la majorité de ces données étaient fausses et quand je dis majorité c'est vraiment au-dessus de 50% quoi. Ouais. Euh, comment tu fais pour créer de la confiance quand bah, justement les performances, pas les vôtres, mais de d'autres acteurs justement Ouais. sont celles-là. Comment vous arrivez à créer de la confiance sur des sujets qui sont aussi sensibles? Ouais, écoute, c'est un problème qui est extrêmement important. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, c'est pas un solve problème. C'est qu'en fait, il y a encore des gens qui s'arrachent les cheveux pour essayer que ça marche, quoi. Et nous, on en fait partie. Donc, tu vois, tu pourrais te dire, ouais, avec ChatGPT, blablabla, c'est bon, tout est résolu. En fait, non, pas du tout. C'est un problème qui est très, très, très important. Et tu vois, tu parlais de mise en production d'IA, etc. En fait, pour que ça tourne vraiment en production, il faut qu'on résolve ce problème. Et donc, c'est un peu l'ambition de LinkUp aussi, c'est de créer de la confiance, de pouvoir répondre de manière correcte, factuelle, et que du coup, grâce à ça, tu crées la confiance. Et en fait, il y a pas de mystère, hein, il n'y a pas de raccourci ici. La seule manière de créer de la confiance, c'est d'être correct. Euh, une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois, et puis après, tu crées de la confiance. Et puis, si t'es pas correct une fois ou deux, ben, en fait, très rapidement, ta confiance peut s'éroder et même complètement disparaître. Et donc, nous, on prend ça extrêmement au sérieux. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'on a construit un modèle qui est vraiment fait pour ça, qui est vraiment fait pour récupérer de l'information dans des sources que nous, tu vois, on sait comme étant trustworthy ou de qualité, fraîche, validée, tu vois. Et c'est pour ça qu'on va se faire chier à aller faire des partenariats avec des gens qui créent cette information-là, tu vois, versus peut-être un Tavily ou un Perplexity qui peuvent, entre guillemets, aller chercher n'importe quoi qui est sur le web. Et je pense que c'est peut-être un peu plus chiant, un peu plus galère d'un point de vue construction d'un business pour nous, mais je pense que c'est au long terme ce qui va nous faire gagner parce que c'est ce qui crée de la confiance. Et ce qui nous permet d'avoir une factualité meilleure, d'être les meilleurs du monde sur l'aspect vraiment factualité. Est-ce que ce que tu dis est correct? Ouais, je pense que c'est comme ça que tu crées de la confiance, c'est la seule manière. Évidemment, on cite nos sources, évidemment, tu vois, ça c'est un peu enfin, c'est le standard du marché, mais c'est pas suffisant. Donc, tu vois, nous, je vais pas t'expliquer techniquement comment est-ce qu'on intègre ça, mais globalement, on a fine-tuné des modèles pour prendre en compte
cet aspect hiérarchie des sources, quelles sont les sources auxquelles tu vas faire le plus confiance versus d'autres qui parfois peuvent se tromper, tu vois. Ouais. Une manière de, ça m'intéresse parce que tu viens du monde du produit, donc de parler un peu produit avec toi, une manière de créer la confiance, créer de la confiance, c'est beaucoup un problème de produit. L'IA, c'est principalement une tech. Le plus grand challenge des acteurs qui construisent avec l'IA, c'est réussir à construire un produit à partir d'une tech. Vous, comment vous adressez ce problème justement? Alors vous avez un produit API, pas grand public, donc le produit est peut-être c'est peut-être assez différent, mais justement quand ce que tu expliques là, ne serait-ce que citer vos sources, c'est une manière dans le produit de rassurer, de créer de la confiance. Je suppose que vous avez d'autres challenges que vous devez adresser avec une casquette produit. Est-ce que, ouais, comment vous réfléchissez pour réussir à productiser les performances tech que vous avez? Ouais, écoute, productiser les performances tech, je pense que nous, le truc qui est important, c'est d'être vraiment au plus près des use cases de nos clients. Encore une fois, on n'est pas comme Perplexity dans le sens où on n'est pas un produit B2C avec des questions dans tous les sens. Nous, on est vraiment plus focalisé sur du B2B. Là où on est particulièrement fort, c'est sur des questions corporate, de la business information, ce genre de choses. Et donc, du coup, ça nous permet de pouvoir être hyper proche de nos clients et de leur use case. Et donc, on prend, tu vois, genre, on prend cette proximité comme un avantage. Et en fait, en comprenant très bien les use cases, on peut comprendre très bien notre performance. Et en fait, quand tu comprends très bien ta performance, tu sais exactement comment développer. Tu vois, on parle de produit, tu sais exactement quelle est ta roadmap en fait. Tu regardes, tu fais une matrice de cas d'usage les plus fréquents, les moins fréquents. Tu regardes aussi à quel point tu sais bien couvrir ces use cases. Et en fait, pour ton business, tu vas faire du marketing pour les cas d'usage les plus fréquents où tu te débrouilles très très bien. Pour ton produit, tu vas aller développer les cas d'usage fréquents où tu te débrouilles un peu moins bien. Et puis voilà, ça te fait ta go-to-market et ta roadmap. Donc, nous, on passe énormément de temps sur l'évaluation. En fait, tu vois, on a un pod spécialisé dans notre équipe vraiment qui fait que ça. Euh, et on a plein de différents datasets. Tu vois, il y en a, évidemment, on parle de Simple QA, qui est le dataset public sur lequel on s'est benchmarké et sur lequel on est les meilleurs du monde. Mais il y a aussi plein de datasets en interne. Tu vois, on a des datasets en interne qui mesurent nos potentielles régressions sur des cas d'usage existants. On a des datasets sur des cas d'usage, des différents cas d'usage de nos clients, sur des cas d'usage sur lesquels nous, on veut être meilleur. Bref, on a plein de différentes manières d'évaluer de manière quantitative notre performance. Et en plus de ça, en fait, ce qu'on fait, c'est que toute l'équipe, 1 heure par semaine, on arrête tout et tous ensemble, en fait, on se partage des questions de nos clients pour tout simplement aller hyper profond dans ces questions et regarder comment notre produit a fonctionné, vérifier qu'on était bon et tu vois, peut-être trouver soit des idées d'amélioration, soit en fait, tu vois, valider que ça marchait ou tu vois, trouver des optimisations, des idées comme ça. Et tu vois, ce côté vraiment, on prend toute l'équipe, prend ça hyper à cœur et on fait ça tous ensemble toutes les semaines. Je pense qu'en fait, c'est comme ça que tu crées de la performance et que tu crées de la confiance. Parce que c'est vraiment le truc le plus important pour nous, tu vois. Et Ouais, voilà. ok, là, je comprends. Euh, et c'est vrai sur le spectre du produit. euh, tu le disais, votre produit s'adresse à des personnes qui construisent avec l'IA. On en fait partie, donc on est bien placé pour le voir. Euh, le plus gros challenge que les personnes qui construisent avec l'IA ont, c'est que les technos évoluent très vite. Et donc en fait, ce que tu as créé, quand tu as créé un produit qui se base sur peu importe le produit, l'API, mais qui se base sur un OpenAI ou sur un Perplexity ou sur un Tavi ou sur un LinkUp, potentiellement 3 mois plus tard, tu as d'autres innovations qui arrivent qui font que toute Ouais. l'architecture que tu avais construite autour est plus pertinente. Je le vois parce qu'il y a 6 ou 8 mois, on a construit un produit en faisant un mix entre, alors à l'époque, on ne connaissait pas encore, mais en faisant un mix entre ces outils-là. Aujourd'hui, je pense que ça aurait moins de sens de le construire comme ça et qu'on devrait justement itérer pour pouvoir Ouais. le mettre up to date. Qu'est-ce que tu conseilles justement à tous les acteurs qui construisent avec de l'IA pour faire en sorte que leurs produits restent pertinents alors qu'ils ne sont pas forcément au courant de la roadmap de tous les acteurs sur lesquels ils ont construit leurs produits, quoi. Ouais. Euh,
Je pense que le premier truc à prendre en compte, c'est estimer que l'intelligence, le prix de l'intelligence diminue hyper vite. Donc ça, c'est le premier point. Tu vois, le coût pour une unité d'intelligence, de réflexion, etc., vraiment le côté réflexion, le côté cerveau, il diminue très rapidement. Et tu vois, même, je parlais à quelqu'un qui était chez Dust, il me disait que quand il a fait ses entretiens d'embauche, c'était un problème. Et il se posait la question de combien il payait en inférence. Et puis, le temps qu'il arrive dans la boîte, c'était plus un problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, l'intelligence, elle augmente aussi. En plus de diminuer en coût, elle augmente en performance. Et donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Donc, tu vois, genre, tous les gens qui ont construit des versions plus intelligentes d'un modèle, en fait, pour une raison X, Y, c'est un peu plus compliqué pour eux, potentiellement. Ça, c'est le deuxième point. Je dirais que l'autre truc, c'est il y a énormément de frameworks, il y a énormément de niveaux d'abstraction. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre quel est le niveau d'abstraction dont tu as besoin pour pas potentiellement passer énormément de temps à utiliser un framework en fait, qui rapporte pas grand-chose pour ton cas d'usage. Parce que voilà, parfois, la manière plus simple, c'est juste d'utiliser des outils directement. Je pense que c'est peut-être mes deux conseils. Après, je pense que le dernier truc, mais ça, tu le sais, parce que toi aussi, tu bosses dans ces sujets-là, c'est ne jamais vraiment oublier que l'IA, c'est juste un outil, quoi. Et qu'à la fin, ce qui est important, c'est de construire un produit qui résout des problèmes. Et donc, il y a énormément de bruit, il y a énormément de hype. Il faut garder les pieds sur terre et essayer de résoudre des problèmes de tes utilisateurs. Une question sur l'évolution de marché et sur un sujet que tu connais très bien, l'évolution de la search de manière générale. Comment tu la vois? Il y a beaucoup de questions sur la search générale, mais est-ce que tu vois, demain, on cherchera toujours sur Google comme on le fait aujourd'hui? Ouais. Est-ce que ça sera directement intégré à des applications tierces? Comment tu vois le futur de la search? Ouais, alors, déjà, il y a. Je pense que c'est un sujet hyper vaste et que j'adore. Mais je pense que le premier truc que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est un agent de search pour les IA. Donc nous, nos clients, c'est vraiment des IA. Et donc nous, notre vision, c'est un futur où l'acteur premier d'Internet, l'acteur premier de la search, c'est des agents IA qui vont faire des trucs à notre place. Et on parle d'un marché avec un nombre de search par seconde qui est peut-être 100 fois, 1000 fois plus grand que ce qui se passe aujourd'hui parce que ça va être tout automatisé derrière pendant que nous, on sera à la plage potentiellement en train de chiller. Donc nous, c'est le premier point, c'est l'évolution du marché de la search. Ce sera une évolution vers de la search pour les agents. Et donc, c'est pour ça que nous, depuis le début, on a un produit qui est fait pour les agents, comparé à un Perplexity qui fait un produit consumer product et pour les gens comme toi et moi. Et qui en fait a fait une API, tu vois, parce que c'était pas compliqué de rajouter une API, mais en fait, c'est vraiment pas leur ethos, c'est vraiment pas leur but. Je dirais que sur le deuxième point que tu as levé, qui était en fait, c'est quoi le futur des outils de search d'aujourd'hui que toi et moi on utilise, donc consumer product. Je pense qu'en fait, il faut un peu séparer les différents cas d'usage de la search. En fait, tu as trois raisons de search aujourd'hui, principalement. C'est un, pour trouver un site. Donc, tu vas sur Google pour trouver LinkedIn, par exemple. Bon, en fait, Google fonctionne encore très bien pour ça. Et pas besoin d'avoir un Answer Engine, un Perplexity ou un ChatGPT pour aller sur LinkedIn. Le deuxième point, c'est l'information, donc pour trouver l'information. Et là, pour le coup, un Perplexity ou un ChatGPT, en fait, il te fait ça très très bien. Beaucoup mieux, en tout cas, sur certains cas d'usage, beaucoup mieux qu'un Google où tu vas devoir aller faire le travail d'aller sur les sites web à ta place. Enfin, pardon, tu vas devoir aller, avec un Google, tu vas devoir aller sur une page, aller le lire, etc. Alors que ChatGPT ou Perplexity le fait à ta place. Le troisième point, c'est la troisième raison de search, c'est pour acheter un service, pour aller potentiellement sur Airbnb ou sur un autre ou sur Amazon pour aller acheter quelque chose. Et là, pour le coup, en fait, c'est un peu moins clair. Je pense qu'il y a certains services qui vont vouloir s'intégrer avec des outils comme Perplexity, comme ChatGPT. Et tu vois, en fait, Perplexity, ils ont déjà lancé un store où tu peux acheter des trucs directement
depuis Perplexity. Mais je pense que ça va faire sens en fait d'accepter ces outils d'IA pour certains produits, pour certains business, comme ça va pour d'autres pas du tout faire sens. Et tu vois, en fait, c'est comme pour Internet. Aujourd'hui, tu as certaines entreprises qui vendent leurs produits sur Internet, d'autres qui décident de pas le faire parce que ça correspond pas à leur image de marque, ça correspond pas à leur volonté tu vois, de vendre leurs produits. Si tu veux acheter un canapé, il faut que tu ailles dans un store, tu vois, pour parler à un mec qui va te vendre son canapé. Bref, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais peut-être tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et de la même manière que tu as eu ça pour Internet, pour le téléphone pour Internet, bah, aujourd'hui tu as ça pour l'IA, où en fait chaque business devra choisir, si ça fait sens pour lui, de vendre son produit à travers ces technologies-là. Donc voilà, c'est un peu ça ma vision sur le futur de la search. Après, la réalité, c'est que c'est tellement le début que tout est en train de se mettre en place et c'est compliqué de voir une stratégie, enfin, de voir la trajectoire long terme. Ouais. Ouais, complètement. Ça remet aussi beaucoup en question les modèles, enfin le business model initial de Google qui a été faire payer des recherches, quoi. Je sais pas, enfin, est-ce que toi, selon toi, tous les LLM vont aller vers ça? Est-ce que la course, elle sera toujours là-dessus? Est-ce elle passera toujours par des LLM? Est-ce que ça passera par des agents? Ouais, le futur même de l'ads payante, c'est assez intéressant de se dire Ouais, bah comment tout va être, quoi. c'est extrêmement compliqué parce que sur l'aspect, comme on disait, l'aspect récupérer de l'information, bah, aujourd'hui, ce qui est le mieux pour l'utilisateur final, c'est un outil comme Perplexity, par exemple, qui va aller chercher l'information et la digérer pour toi. Et c'est ce que, d'une certaine manière, nous, on fait, mais à destination des IA. Ouais. Et donc, quand à côté, tu as Google, dont le business model de Google, c'est quand même ramener des gens sur des pages web. Donc, globalement, c'est complètement antithétique et je vois pas forcément facilement comment est-ce qu'ils vont réussir à résoudre cette équation, tu vois. Donc, je pense que sur ce point précis, ça va être un challenge. Mais tu vois, il y a plein de sujets intéressants qui arrivent. En fait, si tu tires le trait, le sujet du SEO, par exemple, bah, comment est-ce qu'il se transforme dans le monde de l'IA, que ce soit pour Perplexity, à des fins d'utilisateurs B2C ou pour des utilisateurs finaux d'agents. Tu vois, en fait, nous, on prend ça très sérieusement et on commence à regarder comment, tu vois, dans un futur où nous, en fait, on peut choisir euh, quelle, euh, quelle source on utilise versus d'autres et quel résultat on met en avant. Tu vois, c'est hyper intéressant pour nous de nous poser la question, est-ce qu'on veut faire de l'équivalent SEO? Est-ce qu'on veut pas en faire parce qu'en fait on considère que c'est un breach of trust pour nos clients? C'est des questions hyper intéressantes et ça change très très rapidement. C'est clair. Peut-être pour finir, une dernière question sur, ça fait combien de temps que Link a été créé? On a fait ça milieu de l'an dernier. Donc ça fait, on va dire, une petite année que vous avez monté LinkUp. C'est quoi tes principaux apprentissages de l'année d'un point de vue construction de produit? Euh, Écoute, moi c'est marrant parce que je viens du monde du produit et donc moi c'est presque ma comfort zone et là j'apprends le métier d'être cofondateur, de construire une boîte et d'avoir plein d'autres choses à gérer et j'ai un peu ce réflexe dès qu'il y a un truc qui est un peu compliqué, je reviens à mon comfort zone de PM où je me limite vouloir écrire des specs alors que moi, j'étais PM dans une grosse boîte donc en fait tu vois, ça n'a aucun rapport à être PM dans une boîte de 10 personnes. Euh, mais, euh, mais en fait, que ce soit dans une grosse boîte ou dans une petite boîte, finalement, le truc critique d'être PM, et ça, je pense que tu pourras partager ce point de vue, c'est l'utilisateur. C'est vraiment comprendre ses problèmes, être le plus proche d'eux, leur parler le plus souvent, les observer le plus souvent. Et si tu fais ça, ben en fait, tu seras l'ambassadeur de ton utilisateur auprès de ton équipe tech. Et ça, en fait, finalement, que tu sois dans une boîte de 1000 personnes ou dans une boîte de 10 personnes, ça reste la même chose. Donc, les outils sont peut-être différents. Tu vois, à l'époque, on faisait de l'A/B test. Chez Lyft, on faisait de l'A/B test. Chez LinkUp, en fait, c'est peut-être parler vraiment à des gens. C'est aller sur des sessions post-hog pour aller voir comment les gens utilisent ton produit.
c'est regarder les queries, etc. Mais ouais, en fait, finalement, ça change pas énormément. Génial. Ben, merci beaucoup Philippe pour tous ces insights hyper intéressants de plonger dans la recherche dans votre produit. Merci encore pour ton temps. Bah, avec grand plaisir, David. Merci pour l'invitation.